Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce live. Alors aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale de l'eau. Alors merci de participer à cette émission. C'est une émission spéciale de la direction de la recherche pour la Journée mondiale de l'eau, sous l'égide des Nations Unies. Donc la Journée mondiale de l'eau, c'est le 22 mars tous les ans, depuis 1993. Et elle a pour but de célébrer l'eau, l'eau douce, et de sensibiliser à la question de la disponibilité de l'eau dans le monde. Il faut savoir que 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à de l'eau salubre actuellement. Et donc l'ONU doit sensibiliser et prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Alors, cette année, la journée de l'eau est sur le thème des eaux souterraines. Les eaux souterraines, c'est un domaine de recherche qui est étudié à l'université de Nîmes par l'équipe de recherche CROM. On verra l'importance de cette question des eaux souterraines avec nos invités. Nous évoquerons leur recherche au-delà de cette question de notion d'utilité d'eau souterraine. Et donc, on a trois chercheurs de l'équipe de recherche CROM qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Donc, on a Corinne Le Gall-Lassalle qui est professeure de géochimie, hydrogéochimie. On a Somar Kachka qui est maître de conférence en géochimie isotopique. Et Antoine Bonnière qui est doctorant en hydrogéochimie. Alors, merci beaucoup à tous les trois de participer à l'émission. Merci à vous. Merci Samantha. Donc vous êtes tous les trois des chercheurs enseignants, pour Corinne et Somar, chercheurs de l'équipe de recherche CROM. Corinne, peux-tu nous parler de l'équipe de recherche CROM? Alors, Oui, tout à fait. Donc l'équipe de recherche CROM est une équipe qui s'intéresse à l'étude des perturbations de l'environnement et de l'impact de ces perturbations sur le bien-être des populations et des écosystèmes exposés. Alors c'est un domaine très très vaste et la caractéristique de CROM, c'est d'être une équipe pluridisciplinaire qui va regrouper des chercheurs, aussi bien des sciences dites sciences dures, mais aussi des humanités, de psychologie, de droit, de gestion. Et on va s'intéresser à l'étude d'un objet au travers de toutes ces disciplines pour pouvoir mieux comprendre et mieux agir pour améliorer donc, notre environnement. Et notamment, l'eau est un des objets d'étude de cette unité CROM comme étant un bien et une ressource essentielle à la vie. Donc vous travaillez tous les trois sur la ressource en eau. On verra un petit peu dans le cadre de quel projet, sur quels axes de recherche vous travaillez. Mais avant d'arriver au projet de recherche, on va d'abord peut-être expliquer, plutôt parler du contexte et de certaines notions en lien avec cette question des eaux souterraines et de leur importance. Donc on va commencer par le b.a.-ba. Alors Somar, qu'est-ce que c'est les eaux souterraines? Qu'est-ce que c'est les eaux souterraines? Les eaux souterraines, de manière globale, les eaux présentes donc sur Terre, on peut les classer en deux grandes catégories. Les eaux de surface. Et là, je parle des eaux des océans, des mers, des lacs, des rivières. Et les eaux souterraines. Alors, c'est quoi les eaux souterraines? Donc, c'est l'eau de pluie, l'eau de précipitation qui s'infiltre au travers donc, les sols, les différents types de substrats, hein, les sédiments, les roches fracturées, etc. Et donc, il reste stocké à un moment donné dans le sous-sol. Et donc, cette eau-là qui est en contact avec la matrice solide qu'on appelle aquifère, l'ensemble, donc on appelle eau souterraine. Donc, l'aquifère, c'est là où l'eau souterraine se stocke, en fait. Tout à fait, tout à fait. À savoir que donc, les eaux souterraines, leur importance aujourd'hui, c'est toutes les eaux distribuées aux gens proviennent des eaux souterraines et non des eaux de surface. D'accord. Donc, ça, c'est une importance ou un point important à mentionner. Donc l'importance, l'utilité, alors à quoi ça sert? Les eaux souterraines, ça sert à quoi? Peut-être Yannick, si tu peux nous mettre le diaporama de la Journée mondiale de l'eau, là, qui illustre bien ce que c'est que l'eau souterraine.
Donc c'est voilà, c'est la thématique de la Journée mondiale de l'eau cette année. Et cette illustration montre bien ce que l'eau souterraine en fait remplit les interstices de vide laissés par la formation géologique. Et c'est cette eau-là qui représente ce qu'on appelle la nappe d'eau. On a tous été à la plage quand on était petit, on a tous creusé un trou dans le sable, et au fond du trou, on trouve, Samantha, Des eaux souterraines. de l'eau. Voilà, de l'eau qui est contenue dans les interstices entre les grains de sable. Voilà, et c'est cette ressource-là qu'on exploite, et donc à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des plaines, à l'échelle des reliefs, on va avoir de l'eau qui va s'infiltrer, qu'on va retrouver dans tous ces interstices laissés par la roche. Et effectivement, cette ressource représente la plus grande, en termes de volume, le plus grand volume d'eau disponible, d'eau douce disponible à la surface de la planète, et donc disponible pour l'utilisation de l'homme. À quoi elle sert ? Elle sert à beaucoup de choses. Elle sert d'abord pour l'alimentation en eau potable, ce dont Somar parlait, donc l'alimentation, enfin, l'apport, l'usage domestique, donc l'eau que l'on boit, donc on utilise pour les sanitaires, pour l'hygiène. Et c'est ça qu'on appelle l'eau salubre en fait. C'est l'eau, voilà, l'eau qu'on utilise, que l'homme peut utiliser sans danger. Voilà, l'eau potable. D'accord. Que l'on utilise pour d'autres usages que la boire, donc pour la cuisine, pour tout ce qui est se laver, les machines, faire tourner les machines. Ça, c'est l'eau domestique. Après, effectivement, l'industrie est aussi un gros consommateur d'eau. Donc, quand vous utilisez, alors, il y a moins de papier journaux actuellement, mais quand vous jetez un journal, vous jetez, entre guillemets, l'eau qui a servi à produire ce journal. Donc, tous les biens de consommation vont entraîner une utilisation de l'eau, c'est-à-dire une abstraction de l'eau du milieu naturel, une modification de la qualité de l'eau qui, in fine, va revenir dans le milieu naturel après traitement ou pas. Alors, justement, ça, comment ça se passe ? Comment l'eau revient ? Comment elle part et comment elle revient ? Alors, Antoine, ça, c'est la grande question, c'est d'où vient l'eau, en fait. Pourquoi on a de l'eau souterraine, d'où est-ce qu'elle vient ? Alors, ça fait partie, les nappes souterraines font partie du cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau, c'est ce qu'on apprend à l'école, au collège. C'est le principe des différentes sources d'eau qu'on retrouve. Donc, on a les océans, on a l'évaporation de l'eau dans les océans, ça fait des nuages. L'eau condense, ce sont des gouttelettes, ça fait des nuages qui vont ensuite se déplacer. Et quand on a des changements de température ou de pression, il y a des pluies, des précipitations qui vont ensuite aller sous forme soit de pluie, soit de neige, soit de glace. Et c'est ça en fait qui va alimenter, qui va tomber sur le sol. Une partie de cette eau va ruisseler directement, va aller dans les rivières, et une partie va être réévaporée. Et une partie de ces précipitations, elle va pouvoir s'infiltrer. Et c'est ça en fait, cette eau, elle peut s'infiltrer et ensuite aller dans les nappes et recharger la nappe. D'accord. Et ensuite, une fois qu'elle est dans la nappe, elle va se déplacer. L'eau, c'est quelque chose qui va bouger. Une partie qui va potentiellement alimenter les rivières, d'autres qui vont juste aller se décharger vers les eaux, vers la mer ou l'océan. D'accord. Et ça va se faire. Ça se fait naturellement sans l'intervention de l'homme. Ça se fait naturellement sans l'intervention de l'homme à différentes échelles de temps, en fonction du type d'aquifère dans lequel on se trouve. Ça peut être plus ou moins à l'échelle de quelques dizaines d'années, quelques centaines, des milliers d'années en termes de temps. Et alors peut-être pour répondre à la question, c'est pour utiliser cette eau, on utilise des forages qui vont donc pomper, dans lesquels on met des pompes qui vont pomper l'eau souterraine et alimenter le réseau d'adduction d'eau à l'échelle des villes, des industries. Voilà, c'est l'eau du robinet que l'on retrouve à ce niveau-là. D'accord. Et comment elle se régule au niveau de la quantité ? Alors, la quantité de l'eau, de manière globale, c'est un vaste sujet. Ouais. Si on va parler de quantité, on peut commencer par dire, par rapport à ce qu'a dit Antoine, donc dans un climat donné, il a évoqué l'évaporation. Dans un climat donné, on est censé avoir une quantité d'eau plus ou moins stable. D'accord ? Donc c'est l'évaporation effectivement qui gère cette quantité-là. On trouve par exemple au sud de la France, à Narbonne par exemple, on est aux alentours de 600 mm par an.
c'est d'être stable donc, dans ce climat-là. Si on va dans un climat plus chaud, plus humide, la quantité augmente. Donc le point de départ, c'est ici. Après, donc ça veut dire que plus le climat est chaud, plus le cycle de l'eau est rapide. C'est pas rapide, pas l'intensité, la quantité d'évaporation d'eau évaporée augmente, les masses d'air humide donc, augmentent et par conséquent la précipitation en quantité initiale est plus importante aussi. Donc le mouvement est plus important. Tout à fait. Donc le point de départ c'est ici. Après, une fois que cette eau s'est infiltrée donc, dans les aquifères, cette quantité donc, va être relativement fixe, hein, mais si au niveau ce que disait Corinne par rapport au prélèvement dans les forages, l'augmentation du nombre de populations, etc. Donc cette quantité, elle est réellement fixe. On va parler de quantité disponible maintenant, distinguer entre quantité disponible et quantité non disponible, toujours dans l'eau douce. Et donc, quantité disponible, c'est-à-dire la quantité d'eau totale qui rentre par l'aquifère. Mais aujourd'hui, au vu donc, de l'augmentation du nombre de populations à l'échelle mondiale, au vu de différentes sources de stress hydrique liées à la pollution, le changement climatique, etc., donc cette quantité, la pollution, elle se retrouve réduite. Bien que le cadre, la quantité globale est le même, mais la quantité qui est disponible, elle se réduit au fur et à mesure. Donc ça, ce qu'on veut dire par rapport à la quantité de manière un peu... Ça, c'est voilà, ça met en lien avec la nécessité justement de mettre en place cette journée de l'eau pour sensibiliser et alerter sur la crise de l'eau liée au changement climatique. Tout à fait, donc c'est un des enjeux qui sont cruciaux pour les années à venir, surtout dans ce qui a été soulevé dans le rapport donc, de GIEC, d'où l'intérêt très croissante, on va dire, de faire gaffe à la qualité de l'eau, l'usage de l'eau, voilà. Alors si on revient, oui, à un niveau plus local que global, au niveau de la qualité de l'eau, comment ça fonctionne et comment on gère cette qualité? Peut-être si je peux compléter ce qu'on a dit tout à l'heure avant de passer à la qualité de l'eau, sur les usages, donc on a parlé de l'usage domestique et industriel, mais surtout il ne faut pas oublier l'usage agricole, qui est extrêmement important. Il y a l'échelle mondiale et le poste le plus important d'utilisation de l'eau. Donc toute la production des denrées alimentaires, dont une grande proportion est irriguée, donc consomme énormément d'eau. Et ça, c'est un poste qui est extrêmement important. Et donc, si on a moins d'eau disponible, eh bien, on pourra potentiellement produire moins de denrées alimentaires et moins nourrir la planète. Donc, il y a une question de gestion là qui est extrêmement importante. Voilà. Et au niveau de la qualité, du coup, effectivement, donc il y a la question de la quantité, puis il y a la question de la qualité. Voilà, la qualité, c'est une question qui joue plus localement, puisque c'est des normes qui sont plus locales. Ah, c'est des normes. En fait, le deuxième volet, le premier volet, c'est la quantité. Est-ce que j'ai suffisamment d'eau pour mes usages? Et après, la deuxième question, c'est est-ce que mon eau, elle est potable? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Est-ce que je peux l'utiliser? Donc, c'est le deuxième volet vraiment sur les problématiques des eaux souterraines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sources de contamination dans l'environnement. Et la première, c'est les activités humaines, les activités anthropiques, qui peuvent dégrader un milieu, donc dégrader la qualité des eaux souterraines. Il y en a plusieurs types, plusieurs formes de contamination. La première, c'est agricole. Quand on a l'agriculture, on peut ajouter des intrants, des fertilisants qui peuvent augmenter certaines concentrations en éléments chimiques dans l'eau, qui peuvent rendre impropre cette eau pour la consommation humaine. Il peut aussi y avoir l'utilisation de pesticides, qui là va poser un problème aussi, parce que si on en trouve en quantité, l'eau est plus potable. Des antibiotiques vétérinaires aussi, parfois, sur l'élevage. Ça, c'est l'agriculture. Après, il y a un autre pôle aussi sur les contaminants, c'est tout ce qui est urbain, les contaminants de type urbain, où là, on a les rejets des eaux usées, qui posent aussi des soucis. Quand on rejette de l'eau usée traitée dans l'environnement, parfois, on peut retrouver des contaminants émergents. Donc si on réduit la qualité de l'eau, on réduit la quantité forcément d'eau utilisable par l'homme. Voilà, parce que déjà si on a moins de quantité et en plus de moins bonne qualité, ça pose des soucis en termes de la gestion de la ressource. Et pas uniquement l'eau qui est disponible à l'homme, mais aussi l'eau qui est disponible pour les écosystèmes. C'est le quatrième poste, c'est pas de l'utilisation, mais c'est le quatrième poste qu'il faut respecter dans le partage de l'eau. C'est l'eau dont les écosystèmes qui nous entourent ont besoin
pour fonctionner, se renouveler et correctement et avoir de l'eau de bonne qualité. D'accord. Et donc, ces normes de qualité, comment ça se met en place ? La gestion de la ressource, elle se fait à différentes échelles. En France, il y a une régulation en termes de la ressource en eau qui est à la fois à l'échelle française et internationale, européenne. En France, on a des lois qui existent depuis assez longtemps et une diversité assez riche depuis notamment les années 60. On a pas mal de lois qui mettent en place des notions notamment de bassin versant, d'agence de l'eau, pour la gestion de la ressource. Donc, qu'est-ce que c'est un bassin versant ? Je sais pas si... Un bassin versant, c'est une unité hydrologique sur lequel toute la pluie qui tombe va alimenter une et même ressource ou un même réseau hydrographique, donc un ensemble de rivières qui vont se déverser sur un point. Donc ça fait sur un même point. Sur un même point. Ça fait une unité de ressources en eau en fait, et on gère. Il faut gérer la ressource à l'échelle de ces unités. D'accord. Et du coup, voilà, ça permet. C'est des lois qui ont été mises en place en France. Après, il existe aussi des normes internationales, parce que les ressources en eau, ça ne s'arrête pas aux frontières. C'est une gestion qui se fait à l'échelle internationale. Et notamment, si on en citait une seule, ce serait la DCE, donc la directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne qui a été promulguée en 2000. Et si on peut la résumer rapidement, c'est une directive qui vise à avoir une bonne qualité, une bonne qualité, une bonne quantité, un bon état qualitatif et quantitatif des masses d'eau, alors que ce soit haute surface ou souterraine, à différents horizons, avec des objectifs à l'échelle européenne. Et donc, du coup, la mise en place de plans d'action pour réduire les pressions sur les ressources et la vulnérabilité des ressources. Et donc ça, c'est contrôlé par des acteurs qui sont gestionnaires de cette eau, sur la qualité ou plutôt sur la quantité ? Les deux sont intimement liés en fait. Donc les deux questions quantité et qualité sont intimement liées et ils sont gérés d'abord à l'échelle de l'État. Donc les directives prises à l'échelle de l'État. Donc après à l'échelle des collectivités, à l'échelle des régions, à l'échelle des besoins, à l'échelle des plans prévus pour une région en termes de développement démographique, industriel, agricole, etc. Donc c'est une question qui implique beaucoup d'acteurs, à grande échelle et à petite échelle, pour arriver à une meilleure gestion et distribution de l'eau, voilà, tout en s'adaptant avec donc, les contextes propres à chaque région. Il y a notamment à l'échelle nationale l'Agence de l'eau, qui a comme objectif de donner les grandes directives et de mener des grands axes de recherche pour la gestion de l'eau d'un point de vue très appliqué, et qui se divise en plusieurs grands bassins versants. Et nous sommes dans le bassin versant Rhône-Méditerranée, et donc on dépend de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Et ensuite, dans la région Rhône-Méditerranée, on a plusieurs entités. Et on a donc des établissements publics de bassin qui regroupent la gestion de l'eau de plusieurs communes sur une seule et même unité hydrologique. Oui, parce que donc ces bassins versants dépassent l'échelle des communes ou d'autres collectivités. Tout à fait. Entre plusieurs collectivités. Voilà. Donc cette échelle de gestion n'est pas la bonne échelle. Donc il y a ces entités qui permettent de gérer la ressource à l'échelle du coup de la masse d'eau. Et donc il y a un lien étroit entre l'Agence de l'eau et ces entités pour appliquer les directives cadre eau. Et il y a des schémas directeurs avec des objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau, ce que disait Antoine tout à l'heure, pour atteindre cette bonne qualité des masses d'eau. D'accord. Donc là, on a une petite idée du contexte. Alors maintenant, on va parler des projets. Dans ce contexte-là, des projets de recherche de chrome, parmi les nombreux projets de recherche de chrome sur le risque pour les populations. Donc on va parler de certains projets donc, qui sont portés ensemble. Le projet d'abord qui s'appelle Boétie, Corinne. Oui, tout à fait. Donc c'est un projet qui démarre actuellement. Donc c'est un projet dans lequel on s'intéresse à la qualité de l'eau distribuée à la ville de Nîmes.
Donc si vous vous étiez jamais posé la question de savoir d'où vient l'eau que vous buvez au robinet, elle vient en fait d'une petite nappe qui est en bordure du Rhône, et elle pompe donc l'eau de cette nappe qui est du coup elle-même est alimentée à la fois par l'eau du Rhône et puis à la fois par l'eau d'un massif calcaire qui se trouve à l'ouest. Et c'est cette eau-là qui va être distribuée dans le réseau d'adduction d'eau de Nîmes. Donc quand vous buvez l'eau du robinet, vous buvez l'eau de cette nappe. Et donc nous, on va s'intéresser au pouvoir de filtration des sédiments de la nappe, de l'eau du Rhône, dans laquelle on va nécessairement trouver un certain nombre de contaminants, puisque tous les cours d'eau de la planète servent de drain aux effluents des activités humaines. Et donc on va récupérer les contaminants des industries, des hôpitaux, des villes, et ça permet donc d'évacuer toutes les eaux usées, traitées, vont être rejetées dans ce milieu-là. Alors, il ne faut pas s'alarmer non plus, hein. On est à des concentrations très faibles, on est de l'ordre de nanogrammes par litre pour certains contaminants, pas tous. Et là, on a quel type de contaminants, alors, par exemple? On peut avoir des hydrocarbures, on peut avoir des PCB, on peut avoir des pharmaceutiques, on peut avoir des pesticides, on peut avoir des herbicides. Voilà, donc en fonction, ça va vraiment dépendre du type de molécule et de la persistance de ces molécules. Et donc, c'est justement la réglementation, la loi cadre, qui nous amène à interdire certaines molécules pour qu'on ne les retrouve pas dans l'environnement, parce que ces molécules peuvent avoir un effet néfaste, et si elles sont persistantes, eh bien, elles vont persister dans l'environnement. Et donc nous, on va s'intéresser au pouvoir filtrant des sédiments de la nappe, de certaines de ces molécules, alors qu'on va retrouver peut-être à des niveaux de nanogramme par litre. Un nanogramme par litre, c'est comme si vous preniez un cachet de Doliprane, par exemple, vous preniez 1/100 du cachet de Doliprane et vous le mettez dans une piscine olympique. Voilà. C'est à peu près la concentration de ce qu'on peut retrouver éventuellement pour certaines molécules. Voilà, donc on va vraiment chercher des niveaux très très faibles de concentration de ces éléments pour donc assurer une bonne potabilité de l'eau de distribution. Et voilà, et c'est un projet que l'on mène en collaboration avec les partenaires de Nîmes Métropole et de l'Agence de l'eau. D'accord, alors on va passer au projet Orion. Antoine. Oui. Alors Orion, c'est un projet, alors l'acronyme ça veut dire Origine des contaminants organiques et des nitrates. Donc c'est un projet qui se fait dans le cadre de ma thèse. Donc c'est une thèse que j'effectue à l'université de Nîmes au laboratoire Chrome, en partenariat avec Nîmes Métropole aussi, et l'établissement public territorial de bassin, le PTD Vistre-Vistrinck, qui gère du coup la nappe de la Vistrinck, qui est une nappe d'eau qui alimente toutes les communes aux alentours de Nîmes Métropole. Comme l'a dit Corinne, toute la partie sud de Nîmes, Nîmes même, la ville de Nîmes, c'est alimenté par Cons, donc par la partie nappe alluviale du Rhône. Par contre, les autres communes, c'est la nappe de la Vistrinck. Donc le sud de Nîmes et les communes tout au voilà, sud de Nîmes. c'est tout ce qui est intrinsèque depuis les deux noms vers le Kellar. D'accord. Et donc l'objectif, c'est de comprendre, en fait, d'étudier l'origine et le transfert des contaminants depuis la surface, depuis les sources de contamination, vers la nappe. D'où viennent ces contaminants et comment ils se transfèrent. Alors là, peut-être je parlerai juste d'un contaminant, c'est les nitrates. Donc c'est un élément dont on n'entend pas beaucoup parler. Les nitrates, c'est quoi? C'est des composés azotés, des éléments azotés qu'on retrouve naturellement dans l'environnement à très très faible concentration, mais qui peuvent être apportés par l'activité humaine, notamment l'activité agricole, par les engrais. Quand vous allez en jardinerie acheter de l'engrais, vous achetez des engrais NPK, azote en particulier. Et s'il y a un excès d'azote apporté dans les agricultures, tout n'est pas consommé par les plantes et ça peut être amené à la nappe. Si ça dépasse un certain seuil, l'eau n'est plus potable. Après, il y a d'autres sources de nitrates, notamment tout ce qui est urbain, qui peuvent aussi être retrouvés dans l'environnement.
Et donc l'objectif de ce projet, c'est de développer des méthodes de géochimie, enfin des méthodes géochimiques et de géochimie isotopique pour remonter en fait à l'origine de ces contaminants. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu l'empreinte digitale, la carte d'identité de notre eau. On fait des prélèvements un peu sur plusieurs forages, des piézomètres, des puits, et on regarde d'où vient l'eau, est-ce qu'on a des mélanges entre différentes masses d'eau. Comme ça, on remonte un peu comme un travail d'enquêteur sur l'origine de ces contaminants. Et le but, c'est de pouvoir intervenir... À terme, du coup, c'est comme ça en collaboration avec les métropoles et le syndicat, l'établissement de bassin, c'est pour amener ensuite des éléments pour les gestionnaires qui puissent savoir où sont les actions, où est-ce qu'il faut mener les actions après de prévention et de réduction de la vulnérabilité. Et cette action, elle s'inscrit directement comme une réponse à la loi cadre sur l'eau. Donc c'est vraiment une prescription sur certains forages où la concentration en nitrate dépasse les normes. On a l'obligation de rechercher l'origine des nitrates et d'agir de façon à faire descendre les concentrations. Donc c'est une sorte de mise en place des outils opérationnels pour améliorer la gestion de l'eau. Car une meilleure gestion, il passe impérativement par une meilleure compréhension des processus et des origines. Très bien. Très bien. Donc, alors le dernier projet, enfin, les deux derniers projets, c'est Photodépôle et Akireuse. Donc, avant de parler merci Samantha, avant de parler de ces deux projets, j'aimerais juste dire un mot concernant le cadre de ces projets par rapport aux axes de recherche donc, de Chrome. Donc, ces projets s'inscrivent dans l'axe 1 qui concerne donc, l'environnement, la biodiversité, la pollution, tout ça, et l'axe 3 concernant les changements donc, environnementaux, les changements globaux. Donc, dans le cadre de ces axes-là, voilà, on a ce type de recherche. Photodépôle Aquarius, donc c'est leur particularité, c'est des projets interdisciplinaires. Donc interdisciplinaires qui impliquent la participation active et très importante de nos collègues de sciences humaines et sociales. L'objectif de ces projets, de manière simple, donc c'est trouver des moyens techniques pour abattre, pour réduire le taux des polluants présents dans les eaux usées, étant donné que c'est la source principale de la pollution des eaux naturelles, de manière globale. Donc ça concerne la Photodépôle qui était en collaboration avec le laboratoire Promesse de Perpignan, qui s'intéressait à développer un dispositif qui contribue à photo-oxyder les polluants présents dans les eaux du steppe. Aquarius, donc c'est... pardon, je t'interromps. On a une petite question dans le chat qui est: est-ce que c'est possible de dépolluer l'eau directement dans la nappe, par exemple en injectant des substances dans l'aquifère? Il existe des recherches à l'échelle internationale pour dépolluer des polluants spécifiques. Par exemple, si on a une nappe qui est contaminée à des concentrations importantes en arsenic. Il y a des recherches qui disent on va injecter telle substance, on fixe l'arsenic au bon l'eau, c'est pollué. Ça existe à petite échelle pour des substances spécifiques. Pas pour les polluants, ça c'est sûr. De manière efficace non plus. Donc, voilà. Ça existe pour certains polluants, notamment les hydrocarbures, qui ont des pollutions très locales. Quand il y a une fuite d'hydrocarbures à un endroit, là effectivement on peut avoir une action très volontaire où on va pomper l'eau, on peut effectivement injecter des produits pour permettre de solubiliser mieux les hydrocarbures et de les récupérer et de les pomper. Voilà. Bon, enfin, il faut faire attention quand même, parce que si ce qu'on injecte dans le milieu, on ne va pas tout récupérer, une certaine partie va y rester. Voilà, il faut faire. Mais c'est effectivement des techniques qui existent. Ça marche bien pour les pollutions dites locales, donc qui ont une source très localisée, notamment les hydrocarbures. Après, ça marche beaucoup moins bien pour ce qu'on appelle les pollutions diffuses, donc les pollutions d'origine agricole, où les contaminants sont appliqués sur des larges surfaces. Et là, on ne peut pas agir sur un point local, mais il faudrait agir à l'échelle du bassin versant, et ça, c'est pas possible. Donc on revient à Akireuse, alors sur le projet Akireuse. Donc, le projet Akireuse, Akireuse signifie que comment trouver des moyens techniques pour
réutiliser, reuse, des eaux usées dans l'agriculture, par exemple, pour commencer, comment les recharger dans les nappes. Et voilà, donc c'est là un projet qui est en collaboration avec 2 autres laboratoires, donc à Montpellier et à Perpignan, qui s'intéressent au volet plutôt technique. Nous, ce qui nous concerne de ce projet à Chrome, c'est voir donc l'impact final de cette eau qui a subi 2 types de traitements, la photooxydation et la filtration membranaire, pour voir si cette eau-là, une fois rechargée dans les nappes, d'abord la faisabilité déjà, si on arrive à le recharger de manière soft, ou aussi en termes de quantité. Donc voilà le projet Aquarius. Ça c'est en lien donc c'est la grande question du changement climatique et des changements d'usage liés au changement climatique. Il est un lien direct avec le changement climatique. Et juste pour finir avec les 2 projets, donc on s'intéresse principalement à la pollution d'origine organique, c'est-à-dire les pesticides, les résidus pharmaceutiques. Donc, un lien avec le changement climatique, oui, c'est la tendance aujourd'hui. Ça nous amène à parler de ressources alternatives, l'adaptation, etc. Et donc, une des ressources qu'on peut utiliser, donc c'est pas une idée nouvelle. C'est une technique qui est déjà utilisée dans plein d'endroits dans le monde. Et en France, donc, comme le changement climatique donc annoncé, prévoit des changements qui impactent réellement la quantité et la qualité de l'eau à l'avenir. La réutilisation des eaux usées, c'est une des potentielles possibilités, je ne parle pas de solution, qu'on peut envisager pour augmenter la quantité dans les nappes, pour pouvoir l'utiliser en agriculture. Je crois que tu disais que la réutilisation des eaux usées, c'était dans certains pays où il y a des grandes sécheresses, c'était déjà expérimenté depuis longtemps. Oui. Donc il y a des pays comme l'Australie dans lesquels la recherche sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation, pour l'agriculture, est déjà bien entamée depuis une trentaine d'années, et aussi pour la recharge des eaux souterraines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que ça représente une ressource en eau qui est actuellement, pour l'instant, non exploitées, puisque ces eaux usées traitées, on les rejette dans le milieu et elles partent à la mer. Juste pour donner un chiffre, pour que les gens comprennent d'un point de vue quantitatif la quantité d'eau usée, donc en France, il existe à peu près 18 000 stations d'épuration. Annuellement, elles traitent à peu près 5 milliards de mètres cubes d'eau. Et quand on dit traite, c'est-à-dire traiter, après, c'est des eaux grises, donc elles sont considérées comme des eaux usées. Et inutiles ensuite. Ils sont rejetés dans le milieu naturel. Oui. Donc, à l'heure actuelle, ils représentent la source majeure de pollution pour l'eau en termes de quantité et qualité. Et surtout, si on s'intéresse aux risques sur l'écosystème, avec tout ce qu'il contient comme polluant, aussi ce qui n'est pas négligeable du tout. Ouais. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que la géochimie d'une eau impacte son goût? Et est-ce que on peut se reporter sur le goût de la bière brassée avec de l'eau? Alors, l'idée de brasser la bière avec de l'eau usée... J'espère pas en arriver ici, brasser la bière avec de l'eau usée, mais alors je vais répondre déjà au premier volet de la question. La réponse est oui. Donc, le goût de l'eau, il est donc question de sa composition. Ouais. Donc, une eau, par exemple, riche en bicarbonate ou en calcium, il n'a pas le même goût d'une eau qui est riche en sodium et en potassium. J'ai utilisé ces 2 types d'eau pour faire référence à l'eau, par exemple, volcanique, qui est riche typiquement en sodium et potassium, relativement riche, pas trop. Et tout ce qui vient des garrigues, par exemple, du massif calcaire, qui a un goût qui est différent. Voilà, donc oui, la réponse est oui. Pour brasser la bière, je ne le souhaite pas, avec de l'eau usée, même si c'est traité. Mais dans le temps, la bière, c'était une meilleure solution pour... que l'eau. Que l'eau. Moins dangereux peut-être que l'eau. C'était chauffé, c'était... C'est pas désagréable comme solution. Alcoolisé, désinfecté. Alors, en parlant de... Avec modération. Avec modération. En parlant d'utiliser l'eau traitée comme eau de boisson, il y a un lieu où c'est très clairement c'est ça qui se passe, c'est sur l'ISF.
l'ISF, il n'y a pas de source d'eau, donc on est en cycle fermé. C'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Alors là, il est tout petit. C'est la même eau qui est recyclée et qui est donc traitée pour être rendue potable. Donc c'est possible. Et pourquoi pas en arriver là. En tout cas, en arriver à irriguer, produire des tomates, irriguer avec de l'eau usée traitée. Très bien, ça va être le mot de la fin. Merci Un dernier beaucoup, mot parce qu'on met ça en lien avec la question générale de la journée mondiale de l'eau, parce que si on se passe à l'échelle de la planète, on est dans une situation où ces choses-là vont devenir indispensables. Le mot de la fin, Oui, bien sûr. c'est qu'effectivement, on est devant une grande transition sur l'utilisation de l'eau. Et où, à l'aune du changement climatique, il va falloir repenser toute l'utilisation de l'eau et la gestion de ces ressources pour pouvoir y faire face. Et donc, l'utilisation qu'on a au niveau domestique, au niveau agricole, au niveau industriel, et c'est le consommateur, in fine, qui fera la différence en choisissant les pratiques qu'il veut favoriser ou pas. D'où l'importance d'une journée de sensibilisation à la ressource en eau. Tout à fait. Très bien. Elles feront peut-être plusieurs journées d'ailleurs. Oui. Très bien. On reviendra. Merci beaucoup. Oui, on pourra refaire une autre émission sur l'eau. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous pour votre présence sur cette émission. Donc, je vous dis à bientôt. Ne partez pas, restez avec nous parce qu'on a une autre émission à 18h qui est le roi de l'histoire sur le thème de l'élection présidentielle. On aura une autre émission des Vendredis de la Recherche, vendredi à 12h30 avec Patricia Giannoni. Donc je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et restez avec nous. Au revoir. Merci Samantha. Merci Samantha. Merci à vous.